que le sujet vous intéresse, soit au contraire que vous ne le connaissez pas et vous avez peut-être envie d'être sensibilisé au design inclusif, à l'accessibilité numérique. Alors, qu'est-ce que c'est au final l'accessibilité numérique? Pourquoi est-ce que c'est important de rendre accessibles des sites internet pour votre structure, mais aussi pour l'ensemble de la société? Et au fond, quand on parle de design inclusif, quand on parle de handicap, en fait, de quoi est-ce qu'on parle? Donc ça, c'est vraiment les sujets qu'on a envie d'aborder aujourd'hui lors de ce 5 à 7. Et on vous remercie vraiment de vous être inscrits et d'être présents avec nous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Clotilde Maury, je suis chargée de mission inclusion numérique et entreprise pour le Hub Rénoc. Alors, le Hub Rénoc, je vous fais une présentation assez rapide de ce qu'est le Hub. En fait, réseau et Hub pour l'inclusion numérique en Occitanie, c'est une structure qui est portée par l'association La Mêlée et qui est copilotée par le collectif de l'inclusion numérique Colline. Donc, l'idée, c'est vraiment de structurer tout un écosystème sur l'inclusion numérique et notamment une des actions qu'on a mis en place, c'est de pouvoir créer un groupe de travail avec des entreprises. Donc, un groupe de travail avec notamment 3 entreprises, la SNCF, la Caisse d'épargne et Berger-Levrault. Et ce groupe de travail a créé 4 ateliers qui sont des ateliers sur les sujets de l'inclusion numérique. Et notamment, un de ces sujets d'inclusion numérique est le design inclusif pour les clients. L'importance vraiment de rendre accessible le numérique à tous et à toutes. Pour présenter un petit peu aussi la structure La Mêlée, je vais laisser la parole à ma collègue Audrey, qui va aussi vous présenter la deuxième structure qui a organisé en fait ce webinaire. Donc, Rénoc d'un côté avec cet atelier de design inclusif et de l'autre côté, la commission handicap et numérique. Audrey, est-ce que tu peux nous présenter la commission handicap et numérique et aussi La Mêlée? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Donc, je vois que tout le monde est en train de nous rejoindre là, c'est chouette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas La Mêlée, du coup, c'est une association qui réunit depuis plus de 20 ans des experts du numérique sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc, on a 2 antennes, une à Toulouse, une à Montpellier. Et le principe, c'est que La Mêlée fonctionne par commission thématique sur les sujets liés au numérique. Et ce soir, c'est la commission du coup handicap et numérique qui est à l'honneur dans l'organisation de cet événement. Alors, juste pour vous faire 2 mots rapidement sur la commission, c'est une commission qui s'organise pour travailler sur différents questionnements pour s'intéresser notamment à penser le numérique de demain de manière plus inclusive pour les personnes atteintes d'un handicap, mais également pour les personnes en situation de fragilité ou de vieillissement. Donc pour cela, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a des événements qui peuvent être organisés, il y a des réunions de travail thématiques, des temps d'échange entre les membres de la commission plusieurs fois dans l'année. Et du coup, ce soir, l'objet, c'était d'organiser un 5 à 7, donc, qui est un événement récurrent de la mêlée pour travailler sur la question du design inclusif et finalement comprendre les enjeux, découvrir les bonnes pratiques, comme l'a dit Clotilde, sur ce sujet-là, à la fois pour les gens novices et puis peut-être pour des personnes qui en ont déjà entendu parler, mais qui se posent quand même des interrogations de concrètement comment on peut mettre ça en place. Donc du coup, voilà, on a tous nos intervenants qui sont réunis pour parler de ce sujet-là et je vais laisser Clotilde, du coup, nous les présenter. Merci beaucoup. Alors, juste avant de présenter, comme certains nous ont rejoints, je refais un peu les règles du jeu. Donc, ce soir, c'est un 5 à 7 un petit peu particulier. Vous pouvez le voir, on a notamment la chance d'avoir des interprètes langue des signes, donc, qui traduisent le français en langue des signes. Aujourd'hui, on a vraiment, comme on vous parle en fait d'accessibilité numérique, on a essayé de rendre ce webinaire le plus inclusif possible. Alors, bien sûr, ce n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux. Et notamment, on a mis en place 2 outils qui sont importants. Donc, des interprètes qui sont là, qui viennent présenter. Donc, vous avez la possibilité
sur Zoom de les mettre en avant. Comme ça, vous aurez vraiment la possibilité de voir aussi cette prestation, d'entendre parler aussi de la langue des signes française, c'est important de connaître cette langue et de pouvoir mettre en avant pour toutes les personnes qui ont ce besoin, donc malentendants et sourds, vous avez la possibilité de mettre en avant la vidéo. Et un deuxième outil, et là je remercie Ava et je remercie vraiment Antoine de nous avoir donné la possibilité d'avoir cet outil. En bas, vous avez sur votre Zoom la possibilité d'afficher des sous-titres. Et donc, quand vous décidez de cliquer sur afficher sur les outils, d'afficher les sous-titres, pardon, vous allez donc pouvoir voir en direct ce qu'on dit. Et donc, c'est traduit en direct. Et ça, c'est grâce à la structure EAVA. Et alors, je les frustre un petit peu parce qu'aujourd'hui, je leur demande d'utiliser un peu la formule de Zoom qui n'est pas parfaite. Mais sachez que tout à l'heure, Antoine va nous montrer un peu plus comment ça fonctionne et vous verrez que c'est vraiment un outil très performant. Donc, n'oubliez pas de bien éteindre vos micros quand vous ne parlez pas pour éviter les grésillements. Et du coup, d'éteindre vos caméras si vous le souhaitez pour vraiment mettre en avant les caméras de ceux qui parlent. Voilà, maintenant, je vais présenter nos 6 experts et je suis très contente d'avoir réussi à réunir ces personnes autour de nous. Donc, je vais commencer par Camille. Camille, est-ce que tu es pas loin? Est-ce que tu peux mettre ta caméra et ton micro? Donc, oui, bonjour à tous. Merci, bonjour Camille. Tu es chef de projet innovation, handicap et nouvelles technologies. Et toi, tu travailles au sein du Tech Lab de l'association APF France Handicap. Donc, en fait, ta mission, si je l'ai bien compris, c'est vraiment de faciliter les démarches de co-conception entre les entreprises et qui vous sollicitent et les usagers qui sont, eux, en situation de handicap. Alors, le Tech Lab, tu vas pouvoir en parler un peu plus tout à l'heure, mais très rapidement, c'est le département qui est dédié à l'innovation technologique de APF France Handicap. Et donc, il est au service des personnes en situation de handicap, de leurs proches aussi, et des professionnels de santé pour les guider dans les domaines des nouvelles technologies. Donc, Camille, je te redonnerai la parole tout de suite après. Je continue mon petit tour de table. Claire, est-ce que tu es là? Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, toi, tu es conférencière, auteure et aussi consultante en intelligence émotionnelle et en intelligence relationnelle. Alors, tu as une expertise auprès des profils de la diversité cognitive, donc tout ce qui va être trouble 10, hypersensibilité, tu vas même dans certains spectres de l'autisme, pardon. Moi aussi, je suis un peu dyslexique. Et tu vas pouvoir nous parler un peu plus tout à l'heure de ces handicaps qui sont un peu vus soit comme des handicaps invisibles et qui sont des handicaps cognitifs. Alors, ce qui est hyper intéressant chez toi, c'est qu'en plus de ta sensibilité et de ton propre vécu, tu t'appuies aussi sur les neurosciences et aussi sur de la méditation pour accompagner les personnes dans leur cheminement à la fois personnel et professionnel. C'est ça, tout à fait. Sonia, est-ce que tu es là, Sonia? Oui, bonjour. Bonjour Sonia. Alors toi, tu es lead UX au sein de l'agence digitale IT Noven du groupe SNCF. Tout à fait. Et alors, je te connais Sonia parce qu'on travaille ensemble sur le groupe de travail Renoc. Alors toi, au sein de la SNCF, ton rôle consiste à assurer un haut niveau de qualité en matière de UX Research et de Conception sur l'ensemble des projets qui te sont confiés par les équipes projets de l'IT Noven. Donc, parmi les projets en cours, on peut notamment citer le pilotage et l'animation du dispositif UX-UI pour l'ensemble des interfaces du Transilien. Et alors, par rapport à tes missions, tu m'as indiqué que tu étais notamment impliqué sur les problématiques du design système en interne et sur la démarche du design éthique qui inclut les sujets d'inclusivité et d'accessibilité au sein de l'agence. Et c'est surtout par rapport à ça, c'est à travers toutes tes missions et notamment sur ton expertise en fait du design inclusif que tu vas aujourd'hui témoigner de ce qu'on fait sur le groupe de design inclusif de Renoc. Parfait, j'ai rien à ajouter. Super.
Cyrielle, est-ce que tu es là, Cyrielle? Je t'ai vu. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors toi, tu travailles chez Lysio et depuis 1 an et demi. Et alors tes missions, elles ont vraiment pour objectif principal de faire. Alors vous avez un hippocampe qui est votre mascotte, un petit hippocampe bleu qui est endémique en plus de la région Occitanie, je crois, et qui est donc votre mascotte de l'engagement pour l'inclusion numérique. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur un numérique plus responsable. Alors, Lysio, c'est une solution numérique qui répond aux besoins dans ce domaine parce que notamment, vous avez développé donc, cet outil, Lysio, qui permet en fait de faire un pas vers le numérique responsable et de le valoriser auprès des internautes parce que vous leur apportez une réponse technique, une accessibilité des sites internet qui sont adaptés au profil des internautes et aussi un engagement de réduction et de compensation carbone du site qui passe souvent sur le regard des bilans carbone. Exactement. Allez, maintenant, je passe la parole aux hommes. Alors, en premier, Nicolas. Est-ce que tu es là, Nicolas? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Nicolas. Alors, toi, tu es éveilleur de conscience. En fait, tu es communicant et tu es communicant éclairé et tu es aussi le créateur d'une communauté inclusive. Alors, en fait, tu incarnes une nouvelle vision du monde, c'est comme ça que tu le dis, et tu penses très sincèrement que c'est ensemble qu'on peut transformer les contraintes pressenties en véritables opportunités. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vraiment essayer de comprendre avec toi comment est-ce qu'on peut travailler pour améliorer, en fait, en étant beaucoup plus inclusif, la société et intégrer vraiment tout le monde avec ses propres singularités. Et tu accompagnes les structures et les individus pour comprendre justement que cette diversité, c'est une force. J'aurais pas dit mieux. Merci. Et Antoine, maintenant, je te donne la parole pour dire bonjour et puis je vais aussi te présenter. Est-ce que tu es là? Pardon, absolument, j'avais un chat dans la gorge. Très bien. Oui, bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc, moi, je suis Antoine, directeur du déploiement d'une solution de transcription écrite en temps réel destinée aux personnes sourdes ou malentendantes, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à un moteur d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a des interprètes et de mon côté, en fait, j'ai activé du sous-titrage avec Ava, que je vous montrerai tout à l'heure. On est en train de tenter une connexion API avec Zoom, qui apparemment n'a pas de grand succès d'après ce que je vois dans la conversation. Mais bon, on pourrait fonctionner autrement. Mais... On va essayer de trouver une solution. Merci. Effectivement, Antoine, c'est grâce à toi aujourd'hui qu'on a la possibilité d'avoir des sous-titres, enfin en tout cas au maximum qu'on peut les avoir. Je te remercie vraiment. C'est vrai que ta solution Ava, c'est donc une start-up franco-américaine où vous avez donc développé cette solution hybride unique parce qu'à la fois, il y a des sous-titrages donc, qui sont mis en temps réel, mais aussi ce que là, tu n'as pas dit et je te remercie très sincèrement parce que derrière, il y a aussi des humains qui sont là, des scribes qui corrigent en fait les fautes en temps réel et qui donc aident à améliorer l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est disponible sur tablette et ordinateur. Alors maintenant que j'ai fait ce petit tour de table et que je remercie tout le monde d'être encore une fois présent et puis toutes les personnes qui nous ont rejoints, tous les participants sur les interventions, donc je vais commencer avec Camille. Et donc, l'idée, c'est vraiment là de faire un tour de table. En fait, chacun va pouvoir répondre à certaines questions, puis à la fin, des questions que moi, je vais leur poser. Et à la fin, ils pourront répondre aux questions que vous leur posez. Donc, n'hésitez pas sur le chat à inscrire si vous voulez dès maintenant les questions. Et on prendra un temps à la fin pour y répondre. Donc, Camille, est-ce que du coup, tu peux déjà commencer à nous dire un peu plus sur le Tech Lab ? Oui, alors d'abord, merci. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Le Tech Lab, donc le titre, tu l'as déjà un petit peu dit, c'est une entité de l'APF France Handicap dédiée à l'innovation. On a plusieurs missions. Notre mission historique, ça va être la veille et le conseil d'experts. Donc, ça, c'est mes collègues qui sont ergothérapeutes, orthophonistes ou aussi ingénieurs qui vont proposer des sessions de téléconseil à des usagers ou même aussi aux professionnels de santé quant à du conseil sur les aides techniques.
On met à disposition du matériel aussi d'aide technique aux usagers parce que ça peut parfois être du matériel relativement coûteux et ça permet de le tester avant de faire un achat onéreux. Et puis, on fait aussi toute une série de tests sur les aides techniques avec de la rédaction de fiches techniques qu'on peut retrouver sur notre site du Tech Lab qui est ouverte à tous, mais surtout destinée aux professionnels de santé pour les guider dans la prescription d'aides techniques. Moi, je suis designer et ma mission au sein du Tech Lab, elle va davantage se tourner sur ce qu'on appelle, nous, les ateliers innovation. Comme tu le disais, Clotilde, moi, je vais faciliter la co-conception entre les usagers donc en situation de handicap et puis les entreprises qui viennent nous voir. L'objectif, c'est d'aider les entreprises à appliquer les principes de conception universelle dans leurs projets pour mieux prendre en compte le besoin des personnes en situation de handicap et puis aussi valoriser leur expertise d'usage au sein des projets et leur permettre de participer à l'innovation. Pour donner quelques exemples, peut-être que ça peut paraître abstrait à certains, les missions du Tech Lab, on a par exemple la compagnie Gib, qui est une start-up qui a développé en fait un kit d'objets connectés qu'on installe dans son habitat et qui va permettre d'aider les personnes en situation de handicap d'interagir avec leur électroménager, leur volet ouvrant, la télé, l'éclairage, etc. Via un smartphone ou une tablette. Donc c'est des applications qui ont été conçues vraiment pour les personnes en situation de handicap. Et par cela, j'entends le fait qu'on puisse penser une interaction avec l'interface de l'application via un pointage qui est directement relié au joystick du fauteuil roulant. On a pensé au fait de pouvoir faire un défilement via du pointeur ou du connecteur, donc c'est de la technique. L'utilisation aussi de la caméra pour ce qui est commande oculaire ou mouvement de la tête, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment pour, par exemple, l'aide sur une interface, une application. On a aussi travaillé avec le groupe SEB, donc là, on est sur l'électroménager, où avec eux, on a développé un guide qui s'appelle le Good Design Playbook et qui propose plein de pistes donc, par rapport à leurs produits à eux, sur comment est-ce qu'on a rendu leurs produits plus accessibles, mais par rapport au fait de comment est-ce qu'on conçoit un bouton, comment est-ce qu'on conçoit une poignée, comment est-ce qu'on conçoit un objet sur lequel on va devoir tirer, pousser, etc. Donc, c'est plein de petits conseils de conception, mais qui peuvent au final s'appliquer sur plein d'autres types de projets. Voilà, pour résumer un petit peu le Tech Lab. Super, merci beaucoup. Et alors, pour qu'on puisse comprendre un peu, parce qu'on parle de handicap, mais c'est vrai que c'est une définition qui a changé en fait il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui le handicap, que tout le monde parte sur un peu les bonnes bases? Du coup, moi, dans un premier temps, ce que j'aime pouvoir rappeler, c'est qu'on parle plus de situation de handicap que de handicap, dans le sens où c'est notre environnement qui n'est pas adapté à une caractéristique, une particularité qu'on porte, qui nous met dans une situation de handicap. Et par là, j'entends aussi qu'on est tous amenés à vivre une situation de handicap. Par exemple, il y a des situations qui vont être permanentes, donc on peut un jour devenir paraplégique, ça c'est un fait, mais on peut aussi avoir des situations de handicap temporaire, par exemple le fait d'avoir un bras cassé, ou une situation, un handicap plutôt situationnel, se trouver avec des amis dans un endroit bruyant et ne plus réussir à suivre une conversation, c'est une situation de handicap également. Donc, porter un enfant dans les bras, en fait, c'est une situation de handicap. Exactement, être fatigué après une journée de travail, on peut se retrouver sur un équivalent de handicap cognitif aussi. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que je fais attention à parler de situation de handicap, parce que c'est bien pour cela qu'on est tous aussi concernés par ça.
Et super. Et alors, du coup, aujourd'hui, on parle en fait de design inclusif. Alors, c'est vrai que tu me disais la dernière fois que vous parliez plutôt de conception universelle. En fait, c'est assez la même chose. Oui. Mais est-ce que tu peux nous définir, en fait, qu'est-ce que c'est et donner les grands principes? Voilà. Alors, en effet, nous, au sein du Tech Lab, on parle de conception universelle, mais c'est relativement la même chose que le design inclusif. C'est des conseils de conception qui vont permettre de développer un projet ou un service de manière à ce qu'elle soit le plus accessible, en tout cas qu'elle s'adresse au plus de monde possible, quelle que soit la caractéristique des personnes. Et par rapport à ça, il y a plusieurs grands principes qui ont été énoncés. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va porter un point d'attention pour être sûr de ne laisser personne de côté. Donc, par exemple, c'est le fait d'avoir une flexibilité d'utilisation, de faire une utilisation qui soit simple et qui soit intuitive pour les personnes. Par exemple, si on s'adresse à un enfant, avoir une information qui soit perceptible par tous, proposer une tolérance à l'erreur, c'est-à-dire que quand on utilise un objet ou même peut-être une interface, on ne va pas du premier coup cliquer au bon endroit, on peut faire des erreurs de clic, de frappe, etc. Ça, faut l'inclure dans le développement du projet. Ces erreurs ne doivent pas avoir impacté notre utilisation au final. On doit aussi développer des produits qui vont demander un effort physique minimum pour ne pas mettre en difficulté des personnes qui vont par exemple avoir une fatigabilité importante. Ça peut être par exemple les personnes âgées. Et puis toujours faire attention sur du produit à bien dimensionner les espaces pour qu'ils soient libres d'accès et qu'on puisse s'en approcher. Voilà. D'accord. Alors, excuse-moi juste, est-ce que d'un point de vue technique, je vois qu'il y a des messages sur la conversation qui disent qu'on a un problème de son qui est variant. Donc, est-ce que tu peux juste regarder de ton côté si c'est un problème de connexion ou si c'est un problème juste de micro à replacer? Et sinon, peut-être parler un tout petit peu plus fort pour que ça soit plus audible. Je viens de reconnecter mon micro. Est-ce que c'est mieux? Alors, moi, j'ai l'impression effectivement que c'est mieux. Et donc, du coup, Je m'excuse. c'est pas grave, ça arrive. Et donc, pour la dernière un peu question que je voulais te poser, c'était de savoir, en fait, quand on parle de design inclusif, on voit que, en fait, il y a un vrai enjeu pour les entreprises. Mais pour toi, c'est quoi les principaux enjeux, toi qui travailles justement avec les entreprises? Alors, il y a plusieurs enjeux qui peuvent se mêler. Et déjà, c'est avoir... Amy, je suis désolée, le son vraiment, c'est trop variable et du coup, c'est difficile à suivre. Je ne sais pas si tu as moyen de... Je regarde, mais je suis... Est-ce que tu n'as pas activé une option sur Zoom? Je viens de cliquer sur une autre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, ça a l'air un peu mieux là. Devant la bouche. Mais j'ai les paramètres habituels de d'habitude. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? On va réessayer comme ça, Oui, donc c'est du pas coup, mal. sur les enjeux. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Du coup, on était sur les enjeux du design inclusif par rapport à l'entreprise, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, merci. Il y a plusieurs choses qui viennent. Il y a déjà sur un point de vue assez pragmatique, je pourrais dire, c'est le fait d'élargir au final son scope d'usager. Et puis, en se confrontant aussi aux contraintes des personnes en situation de handicap, c'est aussi là qu'on peut venir créer de l'innovation. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'innovations qui ont été créées en voulant solutionner un problème lié au handicap. Par exemple, la télécommande infrarouge qui aujourd'hui sert à tout le monde. Donc, en allant rechercher des besoins extrêmes, donc des usagers extrêmes, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir générer en fait des nouveaux usages et des nouvelles innovations qui vont servir à tous. Parce qu'au final, le but du design, c'est quand même d'offrir un confort d'usage à tous. Si on prend
j'espère qu'on m'entend bien. Si C'est on parfait prend, là. d'accord, si on prend un transport en commun en ville, par exemple un tram, aujourd'hui, on est sur une volonté d'avoir le mobilier roulant, donc le tram, qui soit à la même hauteur que le quai, qui ait plus de marche. Ça, en effet, ça facilite le passage pour un fauteuil roulant, mais au final, c'est aussi extrêmement agréable pour une personne âgée, pour une femme enceinte, mais aussi pour une famille avec une poussette, un voyageur avec des valises, une personne qui a passé sa journée en talons, une personne qui est fatiguée, etc. On offre du confort d'usage pour tous. Et ça, c'est plutôt valorisant pour le produit d'une entreprise, je pense. Et il y a aussi l'idée, donc c'est un autre point de vue peut-être un peu différent, mais de changer la perception que l'on a des personnes en situation de handicap, peut-être aussi directement au sein de l'entreprise, dans le sens où aujourd'hui, intégrer des personnes en situation de handicap dans son entreprise, ça peut être vu, encore malheureusement, comme une contrainte et en fait, un quota à respecter. C'est une réalité. Sauf qu'au final, ces personnes-là, elles ont quand même un savoir expérientiel qui peut être super intéressant. Elles ont une perception du monde qui est différent d'une autre, avec un point de vue différent. Aujourd'hui, en entreprise, on va valoriser une expérience multiculturelle, par exemple. Parce que on trouve que c'est une richesse. Pourquoi ne pas valoriser une expérience de vie d'une personne en situation de handicap qui a certainement énormément de choses à apporter de son point de vue sur les projets. Et par exemple, il y a quelqu'un qui parlera d'autisme après, mais Microsoft a recruté des personnes autistes pour justement des capacités qu'ils ont de penser différemment, etc. Voilà. Oui, effectivement, tout ce qui va être essayer de trouver des solutions pour éviter tous les biais cognitifs. Ça, je laisserai vraiment la parole à Claire tout à l'heure, qui a vraiment des choses à nous dire par rapport à ça. Mais tout de suite, je te remercie, Camille, et je vais donner la parole à Sonia. Donc, Sonia, est-ce que tu peux réactiver ta caméra et ton micro et nous dire un peu plus donc, c'est vrai qu'on participe, donc ensemble, on travaille sur ce groupe de travail du design inclusif et nous dire rapidement quelle est en fait ta participation finale à cet atelier et au final, qu'est-ce que ça peut t'amener? Effectivement, du coup, il y a ce groupe de travail sur, la problématique du design inclusif que vous animez, hein, dans le cadre du RINOC et ce qui est intéressant, c'est que ça rassemble plusieurs grandes entreprises et d'ailleurs pas que des grandes entreprises. Donc on se nourrit en fait, entre nous des retours d'expérience, des difficultés éventuelles aussi qui sont liées à ces sujets-là, sans j'ai envie de dire aussi sans faux semblant, sans se voiler la face sur les difficultés réelles qu'il peut y avoir, et en partageant également des bonnes pratiques et puis au-delà de ça, du coup, ça nous a permis de mûrir une, réelle réflexion, d'essayer d'identifier des pistes d'amélioration qui pourront profiter à nous tous. Donc j'ai envie de dire que c'est gagnant-gagnant pour nous au sein du groupe et pour le design inclusif au sens large, à notre petit niveau, bien sûr. C'est sur quoi on pourra agir. C'est super. Et du coup, c'est vrai que par rapport à ces livrables, hein, et donc on a effectivement identifié des idées reçues du design inclusif. Et ça, on Mmh. les a identifiées déjà en premier lieu par nos propres biais, mais aussi parce qu'on a fait des entretiens. Et alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous dire quelles sont en fait ces trois grandes idées qu'on a réussi à remettre toutes ces idées dans trois grandes idées? Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous les citer? Puis après, on pourra essayer de voir quels arguments on a trouvés pour essayer de les combattre. Oui, parce que, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, effectivement, Clotilde, la démarche qu'on a définie ensemble, c'est de se dire: «Si on identifie des idées reçues, ça va nous permettre de mieux communiquer, dessus et du coup de mieux convaincre aussi». Alors on les a classées en 3 grandes catégories. Donc la 1re et tu verras que je l'ai un peu étendue, Clotilde. La OK. 1re c'est cher et ça prend du temps.
d'avoir une démarche de design inclusif. La deuxième, c'est compliqué et c'est moche en termes de résultats. Et la troisième, c'est pour une minorité. Donc, du coup, en reprenant effectivement des choses qu'on pouvait connaître dans le groupe, mais aussi des choses qui ont été réellement remontées dans le cadre des entretiens. Donc, on voit que tout ça, on n'a pas fini de travailler sur ces sujets-là. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que ce webinaire, en fait, c'est aussi un peu une forme, enfin, c'est aussi un livrable, hein, c'est aussi une façon pour nous aussi de vous restituer à tous sur le travail qu'on fait. Et d'ailleurs, je remercie aux participants du groupe qui sont présents, j'en ai vu quelques-uns. Merci à vous tous pour votre participation et l'enrichissement, parce qu'aujourd'hui, Sonia, elle est là pour représenter vraiment un travail de groupe. Et il faut savoir qu'on est une vingtaine de collaborateurs sur l'ensemble des quatre ateliers, donc l'ensemble du groupe de travail. Et donc, effectivement, pourquoi en fait le design inclusif, tu penses que c'est pas si cher que ça? Est-ce que tu peux nous donner quelques arguments qui justement montrent un peu cette idée? Alors, la première chose, c'est que oui, bien sûr, faire un site, alors on va vraiment parler d'accessibilité web, hein, pour le coup. Donc faire un site accessible, oui, ça coûte plus cher que s'il n'était pas du tout accessible, si on regarde uniquement les coûts en termes de conception et de développement. Argument qu'on retrouve aussi sur le côté, ergonomie et design, hein. Souvent, on nous dit: «Ah oui, on va pas faire d'ergonomie ni de design parce que ça va coûter plus cher». Sauf qu'il y a quand même 2-3 apports et je pense qu'il y a d'autres intervenants qui ne me contrediront pas du tout. Donc le premier argument, c'est que, finalement le surcoût, qui va être, généré, sur l'ensemble des phases de développement va être, en réalité assez vite amorti. D'abord dans la durée parce qu'on aura un code beaucoup plus facile à maintenir, mieux structuré. Et un code, mieux structuré, ça sert à tous en termes d'appréhension de l'information. Ça ne sert pas que aux personnes, qui peuvent avoir des, différents types de déficiences. Donc, ça c'est le premier point. L'autre sujet, c'est que, ne pas faire un site accessible, c'est se priver de potentielles parts de marché. Alors c'est très mercantile, hein, comme approche, mais en réalité, on des chiffres dont je parlerai pour, la partie, minorité, mais on a potentiellement 20 de la population qui peut être concernée par ces problématiques-là. Donc ne pas faire un site qui serait accessible à ces 20 c'est se priver de 20 de potentiel de part de marché. C'est aussi un site potentiellement moins énergivore parce que mieux conçu, mieux structuré. Encore une fois, là, ça va être vraiment au niveau du code. Ça peut être aussi au niveau du rendu visuel, du look and feel de lui, réellement aussi. Donc ça, c'est un élément, très important. Je regarde un petit peu aussi mes notes. Ça reste un pari sur le confort apporté à tous, hein. Encore une fois, un site, mieux conçu va servir, à l'ensemble. Et puis c'est aussi tout simplement un risque d'avoir une sanction financière puisque, le fait d'avoir un site non accessible est punissable d'une amende qui peut aller jusqu'à 20 000 €. Donc ça ne concerne pas tout le monde. On sait que, dans les faits, c'est un peu, on ne sait pas encore qui serait en mesure de donner, ces amendes, mais il y a une vraie volonté là-dessus. Et donc tôt ou tard, il y aura des personnes en capacité de déclarer ces amendes. Sur les sites concernés, on n'a que 4 des sites publics qui sont actuellement accessibles, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, à faire et il y a des obligations, réelles de déclaration d'accessibilité. Tout ça a beaucoup évolué, hein, en 20 ans, mais il y a des réelles obligations aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a des décrets de loi, en fait, qui viennent de plus en plus sur, les lois accessibilité, numérique et notamment, ce qu'on appelle le RGAA, qui en fait, change régulièrement et il y a des mises à jour régulières. Donc, autant, travailler dès maintenant sur l'accessibilité de son site parce qu'on n'est quand même pas à l'abri, que, notamment, le chiffre d'affaires des entreprises diminue de plus en plus et donc que cette sanction, touche vraiment de plus en plus de monde. Et puis c'est vrai, ce que tu disais aussi, ça exclut de la clientèle et puis ça peut aussi exclure, de certains marchés. Au final, on ne peut pas répondre à tous les appels d'offres, par exemple, si on ne travaille pas dès maintenant sur Exactement. l'accessibilité, hein.
Il y a un autre sujet, aussi en termes de coûts associés, c'est que, à un moment donné, il faut effectivement faire appel à des experts, ne serait-ce que pour vérifier le niveau, global qui va être offert. Mais on peut aussi s'appuyer sur une augmentation du niveau de connaissance et du transfert de compétences sur les personnes, sur lesquelles on s'appuie pour la conception et le développement. Je pense notamment aux développeurs qui sont encore très peu formés. Et il y a eu la conclusion d'un rapport du Conseil national du numérique, si je ne m'abuse, qui préconisait justement de vraiment améliorer la formation continue et initiale des développeurs. Donc l'accessibilité des web n'est pas portée que par les développeurs, mais sur la partie code, bien entendu que, c'est sur eux que, la responsabilité va porter. Donc, dans la durée, une structure qui, dispose, de compétences sur la gestion de projet, le pilotage, la conception et le développement, a tout intérêt à former ses collaborateurs. Donc la courbe finalement d'apprentissage va aussi diminuer. Mmh. Et alors, donc, sur le c'est compliqué et c'est moche, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire et comment, pourquoi c'est pas si moche que ça au final? Est-ce que tu as des exemples? Alors du coup, sur le c'est compliqué, ça rejoint un petit peu ce que je commençais à dire, hein, il y a quand même beaucoup de ressources en ligne. Je pense à une règle qui est liée au contraste, donc pour le coup sur le look and feel. Il y a des outils qui permettent avec un système de pipette de vérifier en 2-2, le niveau de contraste offert entre 2 couleurs, notamment la couleur d'un texte par rapport au fond sur lequel il est appliqué. Donc ça, c'est un grand standard en accessibilité et il y a plein d'outils en ligne qui permettent de le faire. Il y a aussi, un site, ministériel gouvernemental sur l'accessibilité qui fournit plein d'outils et puis, le RG2A, qui est, disponible en ligne avec plein de kits, d'audit, et plein de ressources aussi pour faciliter, cette mise en accessibilité. Donc on y trouve le référentiel et on y trouve tous les outils pour avoir un premier niveau, d'information. Il existe aussi un certain nombre de formations et toujours pour revenir au Conseil national du numérique, il y a un projet de MOOC, un peu sur le même modèle que celui proposé sur la RGPD par la CNIL, qui fait partie des recommandations. Donc ça serait un bon axe aussi de formation continue. Donc du coup, sur le côté, c'est compliqué, alors, il y a des choses à connaître, mais en réalité, c'est des standards, hein, tout ce qui est, CSS, code HTML, différencier le fond de la forme, n'importe quel développeur raisonne comme ça depuis déjà un paquet d'années. Hem Avoir des niveaux de type H1, H2, H3, c'est pareil, quand on code en HTML, c'est quand même des choses qu'on connaît bien. Donc ça, c'est honnêtement, ça fait partie de la formation fondamentale d'un développeur sur ce côté-là, la structure du code. Et après, il y a évidemment comment on va faire en sorte que ce soit administrable et maintenable plus facilement. Et donc là, on peut aller, effectivement beaucoup plus loin. Et sur le côté «c'est moche», oui, très clairement, quand on faisait des sites accessibles en 2005, 2006, 2007 et voire 2008, c'était pas, super sympa à voir. Mais il y a un site qui s'appelle AccessiWeb et qui recense en fait pas mal de sites accessibles, même des sites, de niveau, or, anciennement, niveau or et on voit qu'il y a des choses très, très sympas, qui peuvent sortir. De mon côté, j'ai envie de citer sncf.com, qui est un site, corpo et éditorial, qui a un très bon, niveau d'accessibilité. Transilien aussi a beaucoup d'exigences en interne pour porter ces dimensions, d'accessibilité. Donc, honnêtement, c'est tout à fait possible d'avoir un très bon niveau d'accessibilité et d'avoir un site sympa en termes visuels. Super. Et donc, pour cette dernière question, bah, on l'a quand même déjà abordé avec Camille, mais c'est vrai que cette idée de c'est une minorité, on ne l'a pas inventée, on l'a vraiment entendue, ça a vraiment été des choses qui sont remontées. Alors, est-ce que bah, là, rapidement, hein, tu peux nous redire bah, en quoi non, c'est pas pour une minorité? Ben, j'ai regardé aussi un peu les chiffres, hein, parce qu'il y en a quand même, plusieurs qui circulent et donc en général, on estime qu'on a en France 12 millions de personnes en situation de handicap au sens large. Et tout à l'heure, on parlait de handicap situationnel et temporaire. Effectivement, là, ces chiffres n'intègrent pas cela.
et je pense qu'on est tous amenés à être dans ces situations-là. On parlait de bras cassés, ça peut être les béquilles, ça peut être effectivement, être lourdement chargé, un enfant dans les bras comme tu le disais, Mmh. Clotilde. Tout ça peut, vraiment jouer. J'ai vu aussi un autre chiffre qui était 50 des personnes actives seront touchées par une situation de handicap au cours de leur vie. Donc là, c'est pareil, ça donne une idée du volume potentiel. Mais là, encore une fois, on parle de sites externes. Nous, on travaille aussi, dans mon entité beaucoup sur des interfaces internes et encore une fois, faire en sorte qu'un site soit disponible, à l'interne à n'importe quel, salarié, agent, c'est une donnée qui est essentielle. Un site, c'est pas forcément que pour de la com ou des choses annexes, ça peut être aussi pour, de l'applicatif pur. Par exemple, réserver ses congés et donc ça, je pense que ça parlera à tout le monde. On a tous besoin de réserver ses congés facilement. Surtout maintenant. C'est c'est d'actualité. Donc du coup, je prends souvent cet exemple parce qu'il parle à tous. Voilà, donc en 2 mots, prendre en compte, la totalité des populations potentiellement concernées, c'est juste essentiel, en réalité, au-delà des obligations. En tout Bon, ben cas, quand on merci. fait du design, ça nous paraît essentiel. Super, ben merci beaucoup Sonia. Je Je vais t'en tout de prie. suite laisser la parole à Antoine. Antoine, est-ce que tu veux bien intervenir dès maintenant? Car comme ça, on va pouvoir faire aussi Absolument, ouais. une présentation d'Ava et tu vas pouvoir nous partager ton écran parce qu'on voit que donc, les sous-titres, comme on espérait, ne fonctionnent pas. Donc, on va passer directement sur ta solution complète de Ava. Donc, c'est vrai que tu nous aides vraiment aujourd'hui à rendre ce webinaire le plus inclusif possible. Encore une fois, je sais que ce n'est pas parfait, on a quelques petits couacs, excusez-nous, notamment des petits problèmes de son, des problèmes sur cette transcription qui n'a pas bien marché, donc on essaye de s'adapter. Et donc, Antoine, est-ce que tu peux Voilà, donc nous faire cette petite démonstration et je ce vais partage effectivement d'écran? partager mon écran. Voilà, et je vais essayer de me mettre d'une manière à ce que on puisse voir également les interprètes, parce qu'en partage d'écran avec Zoom, voilà ce que ça donne. Donc, je vais vraiment agrandir et à la limite faire comme ceci. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, vous voyez, j'ai un logiciel qui sous-titre automatiquement et en temps réel mes propos, ma voix, qui permet d'avoir donc directement du sous-titrage. On a un moteur d'intelligence artificielle qui travaille. Globalement, ça ne fait pas trop de fautes, hein. Dans une version professionnelle, c'est 5 ou 7 fautes pour 100 mots. C'est un logiciel que tout le monde peut télécharger, hein. Il n'y a aucun problème avec ça, puisqu'il y a une première accessibilité et une version gratuite, d'accord, mais avec une qualité basique. J'essaie juste d'avoir l'interprète un peu plus grand. Je suis désolé, parce qu'en partage d'écran, les personnes... Alors, vous bon, pouvez aussi épingler, voilà, à la effectivement. Donc, limite. Voilà. Ouais, je ne sais pas si ça marchera comme ça, mais ouais, ça, j'essaye, hein. Je fais des tests, c'est pas forcément mieux. Donc là, on voit en direct la solution Ava. Donc, sachant que, comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont derrière, qui sont là pour corriger les fautes. Donc, est-ce que tu peux en profiter pour nous expliquer un peu plus la solution? Oui, alors déjà, on connaît très bien la situation des personnels, professionnels, des personnes sourdes ou malentendantes dans le monde. Ça représente 500 millions de personnes. Alors, pourquoi est-ce qu'on connaît ça très bien? Parce qu'en fait, le créateur de Ava, c'est un coda. Donc, c'est-à-dire qu'un coda, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille de sourds. Donc, ses parents sont sourds, signants, non oralisants. Sa petite sœur l'est également, et sa langue natale, c'est la langue des signes française. Donc Thibaut Duchemin, le fondateur, qui a juste 30 ans, un jeune ingénieur brillant, a démarré finalement sa carrière en se disant comment est-ce que je vais faire après mes études pour aider les personnes atteintes d'une déficience auditive.
Et donc, il s'est intéressé à la reconnaissance vocale, qui est une vieille technologie, il y a 30 ans, 40 ans à peu près, mais qui a pris son essor réellement avec Siri, que vous utilisez peut-être. Moi, je ne l'utilise pas personnellement, mais on s'est inspiré de cette reconnaissance vocale pour faire en sorte que notre voix soit retranscrite à l'écrit en temps réel. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, on parle beaucoup d'accessibilité dans le milieu, mais moi, je parle beaucoup d'autonomie. Qu'est-ce qui va faire qu'on est autonome dans sa communication? Donc, ce moteur d'intelligence artificielle, vous le voyez, transcrit tout ce que je dis en automatique, mais vous ne le remarquez pas, mais j'ai en fait également à côté un scribe. Alors, pas à côté de moi, il est quelque part, il a l'audio de la visioconférence. Et depuis tout à l'heure, voilà, je vais remonter le fil de la conversation, je vais agrandir ce bandeau, vous allez voir que depuis tout à l'heure, j'ai capté les voix de tous les intervenants directement, d'accord? Aussi simplement que cela. Le scribe, il a été réservé sur une plateforme. Vous voyez, j'ai un logo qui apparaît en haut ici, qui va permettre de me conforter dans le sens où je sais que le scribe est là pour corriger les fautes en temps réel. Et j'utilise en fait tout simplement, alors techniquement parlant, l'audio interne de mon ordinateur pour capter les voix des participants. D'accord? C'est une solution très simple, il suffit de cliquer sur le logiciel que l'on télécharge et à ce moment-là, on commence les sous-titrages et on peut capter les voix de toutes les personnes. Alors c'est pour ça que de tout à l'heure, on a préconisé que les intervenants aient des écouteurs, un casque, bien entendu, pour avoir une meilleure qualité de transcription, mais surtout pour avoir une meilleure audition. On a bien vu que même les personnes entendantes avaient du mal, de toute façon, à entendre les personnes, parce qu'il y a une histoire de micro dans tout cela. Donc c'est une solution qui est assez complète, qui va permettre de... là, je m'exprime en français, donc je suis sous-titré en français, mais je pourrais très bien parler 15 des langues qui se trouvent sur le côté, là, donc m'exprimer en espagnol, en italien, en allemand, en russe, en mandarin, enfin peu importe, je choisis, et avoir également accès à de la traduction. Donc, ce n'est pas inintéressant d'avoir de la traduction. Donc, on va prendre l'anglais, le plus simple, mais je pourrais être traduit en turc. Donc, il suffit de sélectionner. Et vous voyez que dans cette configuration-là, maintenant, je vous parle français, je suis automatiquement traduit en anglais. Alors, je vais arrêter la traduction parce que ça risque de perturber le scribe. D'accord. C'est assez ludique et l'intérêt également, c'est de faire de la prise de notes, donc d'enregistrer tout cela pour des formations, des notes de réunion. On peut exporter tous les sous-titres pour les enregistrer sur son ordinateur. Ah oui, donc en fait, c'est vrai que là, on voit vraiment grâce à toi que le numérique peut aussi être vraiment une opportunité pour diminuer le handicap, en fait. Et il me semble que tu avais une petite mise en situation. Est-ce que tu veux Ouais, essayer de nous... on va la faire avec plaisir parce que on n'a pas l'habitude en tant qu'entendant d'être dans des situations de personnes sourdes ou malentendantes. Et pour moi, c'est très simple de rendre cette visioconférence non accessible aux personnes entendantes. C'est-à-dire que finalement, je vais couper l'audio de la visioconférence, tout simplement. Et donc, je vais vous plonger dans un monde de sourds. Et alors, c'est très bien parce qu'on est un webinaire. Je coupe mon audio, tout simplement. Donc, je vous invite à lire ce qui est écrit sur l'écran.
Donc ça, c'est une manière de faire un peu un électrochoc. Je reviens vous voir. Désolé pour les interprètes parce qu'ils ont été forcément impactés par le fait que j'ai coupé mon son. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne connaît pas la langue des signes française parce qu'il faut l'apprendre. Hein. Il y a des écoles bilingues et Toulouse est une ville assez renommée pour ça. Hein. On dit que c'est la capitale des sourds parce qu'il y a de très bonnes écoles bilingues. On peut devenir sourd par accident, sourd lié à l'âge, mais pas uniquement. On est extrêmement complémentaires des interprètes, vous voyez. Souvent, et j'ose pas, enfin, je vous le dis, hein, on se dit, bah, tiens, cette nouvelle technologie va remplacer les interprètes de la LSF. Bah non, pas du tout. Hein, on ne remplacera jamais un être humain. En revanche, c'est complémentaire parce que quand un sourd ou un malentendant regarde un interprète, quand il connaît la LSF, il ne peut pas prendre de notes, vous voyez. Et là, AVA permet la prise de notes. Donc, il y a plein de cas et de situations différentes. Donc, c'est valable sur téléphone mobile également. Il y a une application mobile parce qu'on n'a pas toujours un ordinateur avec soi, ce qui permet d'avoir du sous-titrage dans son quotidien, dans sa vie personnelle, privée, à la machine à café avec des collègues, et ainsi de suite. Donc, on peut également sous-titrer des vidéos en ligne. Voilà, je rebascule, excusez-moi, dans cette version de bandeau flottant, vous voyez, qui est très pratique et compatible avec en fait toutes les plateformes de vidéoconférence. Alors, ça sous-titre vite parce que je parle vite. La discipline voudrait que je parle un peu plus doucement pour le scribe qui, derrière lui, est en train de corriger les fautes. Donc, c'est une alternative en fait à la vélotypie que l'on propose. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la vélotypie, bah, c'est un autre dispositif. C'est le NEC plus ultra du sous-titrage. C'est ce qui est utilisé par Emmanuel Macron lors de ses interventions à la télé. Ça coûte assez cher hein, quand même, il faut se le dire, mais parce qu'il y a une intervention humaine. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais je pense que c'est assez intéressant de faire un comparatif justement entre la vélotypie et une solution comme AVA. Je ne peux pas aller chercher une vidéo, je ne sais pas si j'ai le temps pour ça. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Tu as encore 2 minutes, oui, vas-y. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, je vais rapidement aller chercher un discours. Alors, je suis totalement apolitique, hein, désolé, mais je prends vraiment quelqu'un, si vous voulez, qu'on a l'habitude finalement de voir à la télé, et puis après, le sous-titrage disparaît. C'est surtout pour montrer une comparaison de vélotypie avec AVA. Alors, YouTube, vidéo Macron, hein, on va faire très simple. C'est vrai qu'on l'a pas mal entendu parler justement sur tout ce confinement où on les a vus et où on a découvert ces claviers très particuliers. Exactement. Pour écrire en syllabes. Et bon, j'ai envie de dire, il était temps. Parce que les lois sur le handicap et l'accessibilité, elles datent de 1987, entre autres. Donc, hop, voilà, on va prendre ceci. Alors, il risque d'y avoir des publicités. On va attendre. Alors, vous n'aurez pas le son parce que je l'ai dans les oreilles. D'accord? Oui, mais ça ira. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors, on va l'avancer. Voilà, donc un exemple très court pour vous montrer que l'accessibilité, c'est également l'autonomie. 95% des contenus vidéo sur Internet ne sont pas sous-titrés, tout simplement. Et donc, l'outil va permettre de pouvoir suivre des podcasts, de la radio, des tutos de cuisine, de maquillage, j'en sais rien. Tout est possible. Super, bah merci beaucoup Antoine pour cette mise en pratique. C'était très immersif et très intéressant.
Alors, on va voir Voilà, si, donc, si tu peux donc laisser ce partage d'écran. alors, je peux laisser, je vais essayer d'agrandir justement le bandeau pour permettre aux personnes qui interprètent qu'on puisse les voir, mais je crois qu'avec Zoom, on ne peut pas agrandir, malheureusement. Donc, c'est à vous, chez vous, de décaler en fait l'écran et d'épingler, si vous le souhaitez, les interprètes pour les mettre vraiment en avant. À vous de choisir l'écran qui vous convient. Et en haut à droite, sur affichage, vous avez du coup un mode galerie où vous allez pouvoir avoir un peu plus de monde. Et donc, notamment, vous allez pouvoir tout de suite voir Claire. Donc, est-ce que tu es là, Claire? On a un peu changé l'ordre de passage. Tout va bien, je suis là. Bon, c'est parfait. Alors, c'est vrai que Claire, on va un peu revenir en fait sur notamment les situations de handicap. Et donc, tout à l'heure, je disais qu'on allait avec toi parler notamment des handicaps un peu invisibles, mais aussi de biais cognitifs. Alors, du coup, pour comprendre un peu plus déjà, un peu plus l'ensemble des panels, parce qu'on vient de parler de handicap, de situation de handicap pour les personnes malentendantes ou sourdes. On a parlé aussi de tout à l'heure, Camille nous a présenté tout un panel avec les handicaps situationnels. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu plus de ce qu'on appelle les handicaps invisibles, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Avec grand plaisir. Et ça va être un vrai exercice pour moi de ralentir mon débit de parole pour que chacun puisse profiter des mots qui s'affichent. Alors, dans le handicap invisible, tu as utilisé très justement tout à l'heure les mots de diversité cognitive. On va avoir toutes les personnes qui ont un cerveau un peu différent. De façon très caricaturale, il y a les personnes classiques et les personnes que moi j'aime appeler extraordinaires, c'est-à-dire les personnes qui font partie des personnes neuroatypiques. Tu le disais, ce sont les personnes qui sont dans la constellation des 10, dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, dysorthographiques, etc. Ce sont les personnes avec un haut potentiel. Alors, on a de la chance, tout ça, c'est à la mode pour l'instant, ce qui fait on peut en parler et je pense qu'on peut peut-être même aller choper des budgets pour tous nos projets. Ça vaut le coup, là, pour l'instant, d'en profiter. Il y a donc toutes les personnes qui sont avec un TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, qu'on appelle les TSA aujourd'hui, anciennement les Asperger, les autistes non-verbaux et on va inclure les personnes hypersensibles qui ne sont pas toutes reconnues neuroatypiques et qui ne sont pas reconnues avec un handicap parce qu'en fait, dans ces profils neuroatypiques, l'étiquette de handicap, elle est en fonction du degré de difficulté, on va dire, d'exécution des tâches quotidiennes. C'est pas très sexy dit comme ça, mais c'est vraiment, moi par exemple, je suis dyslexique, dyscalculique et HP et je suis pas allée demander une reconnaissance handicapée parce que je me sens bien en fait comme ça. Même si c'est pas facile tous les jours, je ne voyais pas le besoin d'aller demander ça. Et on est aussi face à une population qui, pour la plupart, c'est une logique générationnelle, ne sait pas qu'elle est comme ça. Je rencontre encore beaucoup de personnes qui découvrent leur spécificité cognitive à 30 ans avec leurs enfants, voire à 40, voire à 50, voire à 60. Donc, j'ai appris la semaine dernière qu'une personne l'a su à 57 ans. Alors, je vois en commentaire se faire reconnaître, c'est bénéficier d'aide. Ouais, si on a besoin d'avoir des aides, après, on peut vivre aussi autrement. Et moi, j'ai mon entreprise et tout va bien. Et je connais plein de personnes qui sont neuroatypiques et qui vont très bien et qui n'ont aucun souci. Et c'est vraiment, je pense, une posture individuelle en fonction de sa réalité personnelle, professionnelle, de son image de soi, de son estime de soi, de sa confiance en soi et d'un besoin de soutien qu'on peut avoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même casser cette idée que être en situation de handicap, c'est être une personne en dehors de la société. Ça, c'est complètement faux. Et notamment aujourd'hui, on travaille vraiment justement à cette sensibilisation sur ce webinaire pour notamment dire à tout le monde qu'en fait, on est tous à un moment donné dans une situation de handicap. Donc,
être reconnu en situation de handicap à un instant T, c'est pas grave. Et au contraire, pourquoi pas effectivement utiliser les aides qui existent. Oui, si on en a besoin, enfin, j'allais dire ce qui est, je réagis aussi aux commentaires. Bien sûr que c'est pas mal de se faire reconnaître. C'est vraiment un chemin personnel et de savoir qu'on peut être aidé, qu'on peut être soutenu, épaulé, c'est chouette. Mais savoir qu'on peut aussi être soutenant et épaulant, et c'est ça qui est très, très important. Donc, pour moi, ça va dans cette complémentarité des choses, en fait. Voilà, par rapport à la définition de la diversité cognitive, à savoir que bien souvent, c'est détecté, j'allais dire, à l'école, dans les apprentissages, et qu'on oublie que ça se poursuit. Ce ne sont pas que des difficultés d'apprentissage, il y a toute une façon de voir et de percevoir le monde. Les cerveaux neuroatypiques ne sont pas précablés de la même façon que les cerveaux classiques. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup d'entre nous, en fait, on a une grande sensibilité à la lumière, au bruit. J'avoue que tout à l'heure, quand le son s'est coupé, en fait, mais ça a été d'un confort incroyable pour moi. Donc merci Antoine d'avoir fait cette immersion parce qu'en fait, ouais, c'était chouette de lire. C'était nettement moins envahissant. Donc voilà, c'était une belle bulle de calme et ça fait énormément de bien. Et du coup, j'en ai perdu le fil. Je suis en train de dire, oui, ça continue en fait dans nos relations sociales, dans tout ce qui va être notre façon d'avoir un rythme de travail. Il n'y a pas que la façon d'apprendre en fait qui est impactée, c'est vraiment toute notre vie qui est en décalage, si je puis dire. Oui, effectivement. Mais alors, quand on parle de 10, de problématique 10, de quoi on parle en fait? Alors, pour les 10, notamment les dyslexiques, c'est ce qui est le plus connu. On parle en fait d'un cerveau qui n'assimile pas les informations de la même façon. Le dyslexique va confondre en fait des lettres, va avoir l'œil qui se déplace de façon plutôt, on va dire, plus saccadée, plus anarchique, si je puis dire, toujours de façon caricaturale par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Et qui a du mal en fait à cerner les lettres, cerner les mots. S'il y a trop d'informations sur une page, c'est pour ça qu'il y a des outils qui sont vraiment super. Je vois que vous avez des belles références dans les commentaires que vous notez. Puis il y a Lisio. Donc voilà, il y a plein de choses qui viennent faciliter la lecture parce que en fait, on se fatigue très vite à regarder des choses et on lit pas forcément les bons mots, on interprète beaucoup. Voilà. Oui, ça doit être compliqué en plus dans une société de l'infobésité où on est submergé par ce taux d'informations, surtout sur le numérique. Donc c'est vrai, ça, en tant qu'entreprise, que ça soit en interne ou en externe, c'est important d'y penser, de se dire que peut-être que dans son entourage, ses collègues, il y a des problématiques 10 qui ne sont pas forcément mise en avant parce que ça peut passer inaperçu. Comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de le revendiquer. Et on est aussi sur des sites internet qui ont souvent trop d'informations. Donc là, il faut penser un peu sobriété. Et donc là, on pourra en revenir un peu tout à l'heure. Et alors, on a aussi un peu parlé de cette diversité qui était une force. Alors, Camille, on a un peu parlé aussi. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose, justement, un peu en interne pour embaucher des personnes qui sont sur un panel de handicap qui existe? Bien sûr, j'allais dire adoptez-nous, nous sommes formidables, évidemment, parce que ce qui est beau, c'est la complémentarité de ce qu'on peut vivre. Et je veux rejoindre ce que disait Camille et ce que disait Sonia aussi tout à l'heure. J'ai fait un bond sur ma chaise, vous ne l'avez pas vu, forcément caméra coupée, quand il était dit qu'on fait ça pour pas grand monde, enfin, pourquoi dépenser de l'argent pour si peu de personnes? Il faut savoir que tout ce qu'on fait de façon adaptée pour les personnes en situation de handicap est bon pour chacun. Et notamment pour les personnes qui sont en handicap invisible, quand on prépare un contenu
qui est facile pour les dyslexiques, pour les hauts potentiels, etc., mais il est encore plus digeste pour les autres. Donc, c'est ça qui est super important, en fait, c'est que quelque part, on va toucher tout le monde en simplifiant et en adaptant les communications, la façon de transmettre l'information, on va faire du bien à tout le monde. On sait que, on l'a vu, en tout cas, moi je l'ai vu, j'ai été prof pendant 12 ans, toutes les techniques de pédagogie qui sont orientées sur les profils neuroatypiques, en fait, simplifient la vie de tout le monde. Donc, on a cette capacité à voir le monde différemment. Camille évoquait effectivement Microsoft. On sait que dans la Silicon Valley, alors on est un petit peu sur la caricature de j'ai mon autiste comme programmeur, donc c'est cool, il fait le job de 4 jours en 2 heures, c'est formidable. Ne tombons pas dans ce biais-là. Par contre, en fait, on a des potentiels extrêmement différents. Effectivement, sur la capacité de travail, sur la façon de réfléchir, sur la créativité. Voilà, on ouvre d'autres horizons et on permet vraiment j'allais dire, de faire des liens là où il n'y en a pas. Donc oui, c'est hyper enrichissant d'avoir des personnes à profil atypique dans son entreprise. Et alors, pourquoi est-ce que ça vient justement lutter un peu contre ces biais cognitifs et pourquoi en même temps est-ce qu'on a justement des biais cognitifs qui fait que notre cerveau en fait rejette la différence? Parce que je suis le centre du monde, voyons comment t'expliquer. En fait, notre cerveau a besoin d'être rassuré en permanence. Euh, j'ai besoin de comprendre, comment dire, je remets les mots dans l'ordre. Tu vois, ça c'est de la dyslexie pure. J'ai 3000 idées qui arrivent d'un coup et j'arrive pas à sortir les syllabes et les mots dans le bon ordre. Mon cerveau a besoin d'être rassuré tout le temps. Il a besoin d'être rassuré sur sa vie physique et sur sa vie sociale. Sa vie sociale, ça passe par je suis apprécié, j'appartiens à un groupe, on me reconnaît pour qui je suis et surtout je suis normale, le fameux mot catastrophique qui nous a tous fait pleurer dans les cours d'école et après. Donc, en fait, mon cerveau va voir le monde à travers mon prisme. Et donc, il est évident que j'ai besoin que l'autre me ressemble. Si l'autre ne me ressemble pas, il me fait peur. Oui. Et c'est là où c'est confrontant pour tout. Ça en va de la couleur des cheveux à l'absence de cheveux, à une barbe, à la couleur des yeux, à la couleur de la peau. Et puis après, par extension, à un handicap visible et un comportement induit par un handicap invisible. Tout ce qui est différent me fait peur. Tout ce qui est différent me fait me poser la question, est-ce que je suis normale ou est-ce que l'autre est normal ou pas? On a plus de 200 biais cognitifs qui sont les témoins de l'évolution de notre cerveau depuis le tout début du premier cerveau. Et ces biais, en fait, viennent créer une distorsion sur la perception qu'on a du monde. Et nous avons besoin de faire fonctionner une partie très spécifique du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal pour réussir à être dans l'acceptation de la différence. Et là où c'est intéressant, c'est que cette partie de cerveau, elle est mature que vers 20-25 ans. Et que, en fait, spontanément, un enfant qui n'a pas ce cerveau mature va aussi accepter la différence spontanément si on ne vient pas lui montrer qu'il y a quelque chose de bouleversant. Un enfant, dans l'instant présent, va aller jouer à peu près avec les gamins de toutes les couleurs ou de toutes les formes, etc., sans trop de problèmes. Jusqu'à ce qu'on lui montre que quelqu'un fasse une réflexion de « Attends, regarde, celui-là, il est différent ». Et là, l'enfant va bloquer, va se demander « Ok, mais comment je fais moi pour être accepté ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va m'aimer? Qu'est-ce qui va faire que je vais être bien dans le groupe ou pas ?» Et puis après, s'enchaîne tout ce qu'on connaît au niveau social. Donc après, il faut attendre que notre cerveau, il ait cette option, j'allais dire sérénité, prise de recul vers 20-25 ans pour être capable de se dire « Je peux accepter la différence ». Au début, la différence me renvoie que tout le monde n'est pas comme moi. Donc si tout le monde n'est pas comme moi, comment est-ce que je vais pouvoir être aimé ou comment l'autre peut être digne d'intérêt? Et donc, c'est aussi toute notre éducation qui vient impacter tout ça. Donc, naturellement, le cerveau, dans son souci de protection, va rejeter la différence. Et quand après, on grandit, on est capable de prendre du recul et d'arriver à accepter toute la richesse de la différence. Super, c'est très beau. Merci Claire, tu as bien raison et je suis complètement d'accord avec toi et j'imagine que toutes les personnes qui sont présentes le sont aussi. Je te remercie pour ton intervention. J'en profite pour dire aux interprètes qu'il va y avoir une petite rotation et remercier Elodie et laisser la main
à notre seconde interprète. Et moi, je vais donner la parole à Nicolas. Nicolas, est-ce que tu es bien là? Est-ce que tu peux rallumer ta caméra et ton micro et nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire quand tout à l'heure, je t'ai présenté comme étant éveilleur de conscience. Pour toi, qu'est-ce que c'est un éveilleur de conscience? Merci, merci Clotilde. Rebonjour à toutes et à tous, en tout cas à celles et ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure quand tu m'as présenté. Hop. Ah mince, alors attends, j'ai un petit souci de mon côté. Hop. Ah oui, on ne te voit plus. Non, mais c'est pas, ça vient de. Voilà. Est-ce que c'est revenu? Normalement, oui. Oui, c'est parfait. Ok. Alors, éveilleur de conscience, c'est un métier finalement que j'ai voulu après quelques années. Alors moi, je suis déficient visuel depuis la naissance, donc je m'amuse souvent à dire que j'ai 35 ans d'expérience. Et c'est le meilleur CV finalement que je puisse mettre en avant lorsque je vais rencontrer mes clients ou partenaires. Et, et après un parcours professionnel un petit peu atypique, finalement, j'ai décidé il y a quelques années, en 2016, de me lancer dans la création d'entreprises, à l'époque de manière un peu plus traditionnelle, je vais dire, en tout cas avec des prestations. Et aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, la notion d'éveilleur de conscience pour, comme tu le disais tout à l'heure, aller à la rencontre des acteurs économiques, qu'ils soient du public, du privé, des acteurs associatifs, pour leur expliquer que euh, le handicap, la prise en compte du handicap, ça n'est qu'un besoin spécifique parmi tant d'autres. On a tous plusieurs singularités qui font de nous ce que nous sommes, qu'on soit un homme, une femme, jeune ou moins jeune, en situation de handicap. Et ces singularités-là font finalement que collectivement, on va être en capacité, eh bien justement, de travailler cette question du vivre ensemble. Alors aujourd'hui, moi j'interviens en tant que conférencier. C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Claire il y a quelques mois. J'anime des ateliers d'intelligence collective dans les entreprises, axés sur le noir et sur les sens, parce que le meilleur moyen finalement de comprendre ce que vit une personne à besoin spécifique, eh bien, c'est de vivre une expérience. Je fais de la formation, notamment sur des sujets de communication inclusive, du conseil et surtout de la mise en relation, parce qu'aujourd'hui, mon métier, évidemment, c'est moi qui l'ai créé un peu à mon image, mais il n'existerait pas sans le soutien et sans l'appui que peut avoir mon écosystème, l'écosystème de partenaires que j'ai constitué déjà depuis quelques années. Et c'est pour ça que je parle de communauté inclusive, parce qu'aujourd'hui, le projet tous ces veilleurs dont je pourrais vous parler si ça vous intéresse, et bien effectivement, il a cette vocation d'embarquer celles et ceux qui ont envie d'amener cette brique inclusive dans notre société. Super. Et donc, c'est vrai que tu te présentes en disant que tu es toi-même malvoyant, mais est-ce que tu peux nous dire, à nous qui sommes ignorants, qu'est-ce que ça impacte en fait dans ton utilisation du numérique pour qu'on soit plus en mesure aussi de peut-être comprendre comment est-ce qu'il faut, quel est notre regard, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en fait pour travailler le numérique pour le rendre accessible. Alors, j'aurais pas dit ignorant, j'aurais pas été jusque-là, mais en tout cas, effectivement, avec des informations, voilà, en tout cas avec des informations qui ne sont pas en votre possession. Et aujourd'hui, accessible, en fait, ça veut tout et rien dire. Moi, je m'emploie souvent à dire à mes clients que le 100% accessible n'existe pas, parce qu'il est à la fois conditionné à un environnement, à une situation, voilà, quelle qu'elle soit, et puis aussi à la personne qu'on a en face de soi. Il y a autant de personnes en situation de handicap que de situations de handicap, c'est souvent ce que je dis. Et loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de solution, bien au contraire, parce que j'ai été formé au design thinking il y a quelques années. Le design thinking, l'idée étant de partir du besoin pour essayer de mettre en place, en face, une solution qui soit la plus vertueuse possible pour les utilisateurs. Dans le champ du numérique, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'entendais parler tout à l'heure de réglementation, de RG2A et des directives européennes et internationales. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est des directives qui sont assez centrées sur la partie technique.
en tout cas du numérique. Au jour d'aujourd'hui, si on laisse de côté l'expérience utilisateur ou l'expérience client, si effectivement on se focalise sur l'approche que peuvent avoir les entreprises vis-à-vis des personnes en situation de handicap, eh bien, on passe à côté de notre sujet parce qu'on peut, à ce moment-là, être confronté à des ruptures dans le parcours ou en tout cas dans le cheminement sur un site ou sur une application. Donc aujourd'hui, la première chose à savoir, c'est la première question à se poser, c'est finalement quels sont les besoins et les attentes de ces publics, pas globalement, qu'on soit en situation de handicap ou pas. La seule chose dont on a envie lorsqu'on va sur un site, c'est soit d'acheter un produit, soit d'acheter un service, d'utiliser la solution numérique en question, de s'informer, d'interagir. Et ça, globalement, les besoins, on a à peu près tous les mêmes, quelle que soit notre situation. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième question à se poser, c'est quels sont les outils qu'on met en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment fait une personne déficiente visuelle, déficiente auditive, avec un handicap cognitif ou intellectuel, même parfois quelqu'un qui a des problèmes de motricité, eh bien, quels sont les outils qui sont à la disposition de ces publics pour pouvoir accéder au numérique. Avant ça, on aurait même pu se poser la question de comment est-ce que ces gens-là accèdent au numérique. Est-ce qu'ils ont accès au numérique? Ça, c'est un autre débat, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de gens qui, pour des raisons techniques, parfois de compétences ou parfois de secteur géographique, n'ont tout simplement pas accès au numérique. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Et puis, une fois qu'on a découvert finalement les outils qui sont utilisés par ces personnes, la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on met en face, c'est quoi notre feuille de route. La méthodologie, aujourd'hui, la question à se poser, c'est quelle méthodologie on va pouvoir utiliser pour justement ne laisser personne sur le bord de la route et prendre en compte les besoins spécifiques de chacun. Alors là, des leviers, il y en a un certain nombre. Je ne reviendrai pas, alors je pourrais vous donner quelques exemples après, mais l'élément le plus important finalement là-dedans, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de co-construire, à mon sens, les solutions, surtout dans le cadre d'un projet de refonte, de création ou de refonte de site internet ou d'application. Le meilleur moyen pour, en tout cas, arriver à une accessibilité au-delà, effectivement, des enjeux de développement dont je parlais tout à l'heure, de développement, de codage, etc. Et là, moi, ce n'est pas mon métier. L'objectif, c'est de se dire, il faut, à mon sens, créer un panel, en tout cas, aller à la rencontre de ces publics-là, d'avoir 4-5 personnes avec des profils différents, peut-être plus en fonction des projets, pour justement co-construire ce projet-là et dire dites-nous de quoi vous avez besoin, on va essayer de mettre quelque chose en face qui soit en phase avec à la fois vos attentes, à la fois les outils que vous utilisez, et puis aussi de l'autre côté, parce que je pense qu'il faut aussi se mettre du côté des structures, alors qu'elles soient du public ou du privé qui développent ce type de solution. Il ne faut pas le décorréler, entre guillemets, des besoins aussi de la structure en question. C'est-à-dire que faire un site internet ou une application en disant on va juste le faire effectivement pour qu'il soit accessible, mais globalement on aura un autre canal de diffusion, etc. Enfin, globalement aujourd'hui des solutions, il y en a un certain nombre. Et si le site internet n'est pas accessible parce qu'il vient d'être en tout cas remis à neuf il y a quelques semaines, on peut aujourd'hui aussi, justement en co-construisant avec les parties prenantes, travailler sur d'autres canaux. Effectivement, et pour moi, le multicanal est un des leviers, en tout cas, sur lequel on peut travailler. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Clotilde? C'est parfait. Alors, j'essaie juste de comprendre en même temps. Donc, excuse-moi, Nicolas, je fais une pause pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a plus le partage d'écran. Et je pense que ça vient d'un problème de connexion d'Antoine. Donc, je suis désolée pour ceux qui ont perdu les sous-titres. Et donc, on va voir s'il se reconnecte et qu'on puisse repartager à nouveau l'écran.
Merci beaucoup, Nicolas. Et alors, est-ce que tu aurais un peu des conseils? Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques que tu pourrais nous donner, 3 bonnes pratiques indispensables qu'il faudrait qu'on puisse, qu'on mette en place en fait pour justement rendre accessible le numérique? Alors, ça va pas être très objectif ce que je vais te dire, mais je vais essayer d'être le plus large possible dans les bonnes pratiques que je vais partager avec vous. La première, moi, qui me semble très importante, mais qui est très liée à ma situation, c'est de ne pas penser, lorsqu'on fait un site internet ou une appli, de ne pas penser qu'à l'aspect visuel. Et effectivement, souvent, on pense charte graphique, on va penser design, on va penser quelle photo on va mettre en page d'accueil, est-ce qu'on fait une vidéo en motion design, etc. Et on en oublie presque que finalement, il y a des publics aujourd'hui qui ont des besoins qui ne sont pas antinomiques avec le visuel, mais en tout cas, auxquels il faut apporter un complément. Et donc aujourd'hui, la première bonne pratique, c'est de ne pas penser que visuel. Et alors voilà, là-dedans, il y a notamment la capacité d'aller mettre une petite légende sur les photos que vous utilisez, soit sur le site internet et aussi sur vos réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est fondamental. La deuxième chose sur laquelle je pense qu'il faut insister, c'est justement, je l'évoquais tout à l'heure, parce que j'ai ma synthèse vocale qui parle en même temps, c'est la question du multicanal. C'est-à-dire qu'en termes de bonnes pratiques aujourd'hui, ne restez pas enfermés sur une seule et unique solution en disant, voilà, on veut absolument travailler là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir un plan d'action, et ce sera mon troisième point, en disant qu'est-ce qu'on fait à court terme, qu'est-ce qu'on fait à moyen terme et qu'est-ce qu'on fait à long terme. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il y a cette question du multicanal qui vient se poser en disant si je ne peux pas communiquer auprès de mon audience via mon site internet, eh bien, je peux peut-être le faire via d'autres réseaux, type réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Il y a pour moi, en tout cas, cette importance cruciale à le faire et en s'appuyant sur tous les sens. C'est lié un peu à ce que je vous disais dans ma première bonne pratique. Et puis la troisième bonne pratique que je voulais partager avec vous cet après-midi, c'est sur une vision un peu plus stratégique. C'est-à-dire que je le répète depuis 5 ans maintenant, avant d'être en situation de handicap, on est avant tout des clients, des utilisateurs, des citoyens, si on élargit le débat. Et pour pouvoir prendre en compte cette question-là, il ne faut pas détacher l'accessibilité de l'activité de l'entreprise en disant, globalement, il faut travailler de manière parallèle aux autres sujets parce que aujourd'hui, l'accessibilité, si je vais un peu plus loin dans mon propos, c'est aussi un enjeu marketing pour les entreprises. Et à mon sens, travailler sur une stratégie à court terme en disant qu'est-ce qu'on fait là tout de suite pour essayer de laisser personne sur le bord de la route, mais en même temps, si on voit le sujet comme un investissement, en disant voilà, à moyen terme, on va faire ça l'année prochaine, et puis dans 5 ans, on en sera là, ben effectivement, ça va donner de la visibilité. Ça permettra aussi d'aller expliquer la démarche et de se dire aujourd'hui, on n'est pas parfait, mais on a essayé de faire des choses, on a essayé de mettre des choses en place. Et du coup, on viendra limiter la frustration des deux côtés, parce qu'il n'y a rien de tel que d'aller sur un site internet et de se rendre compte que finalement, on va faire tout le processus, en tout cas, on va aller jusqu'au bout de la démarche d'achat, puis on ne pourra pas valider la commande pour telle ou telle raison. Et donc là, on sera bien content de se dire à un moment donné, peut-être, du coup, il y a quelqu'un qu'on peut appeler, un service client, on peut envoyer un mail pour avoir un coup de main. Et en attendant, effectivement, d'avoir une démarche un peu plus globale sur l'accessibilité du site. Ça, il n'y a rien de tel pour fidéliser le client, l'utilisateur, et pour éviter la frustration d'un côté comme de l'autre. C'est super, merci Nicolas. Puis en plus, tu me disais que tu étais hyper bavard, mais tu es parfaitement dans les temps. Je te remercie, c'est parfait. Et puis ta conclusion, effectivement, sur le fait qu'en fait, pour une entreprise, c'est important pour ses clients. En fait, je trouve que c'est quand même
il ne faut pas l'oublier, c'est quand même hyper important, et c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que pour les entreprises, il faut savoir que ça aura de l'impact pour vous, et vous aurez aussi un impact à l'échelle de la société. Merci Nicolas. Merci à toi. Et puis dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, il faut, la société nous met suffisamment de barrières comme ça. Ce sera juste le dernier petit mot de la fin. Moi aujourd'hui, je m'en mets plus, et notamment dans le champ de la communication. Vous irez jeter un œil sur effectivement ce que je suis amené à faire sur les différents réseaux et sur le site et sur mon site internet. L'objectif, c'est vraiment de décloisonner, de démystifier un peu ce sujet-là et de se dire effectivement qu'on a tous une responsabilité à faire du numérique un espace où tout le monde trouvera sa place. Et ce qui était à la base quand même, l'initialité, le début du web était vraiment fait à la base pour être vraiment accessible. Il ne faut pas l'oublier, c'était un objectif de rendre le web vraiment une source d'information pour tous. Donc, on revient en fait à l'initial, à ce qu'il était censé être. Merci beaucoup. Cyrielle, je vais te donner la parole maintenant. Tu travailles du coup pour Lizio, et donc c'est une solution qui en fait aide les sites internet à rendre accessibles. Et je sais de quoi je parle parce que chez nous, chez Rhinoc, on a Lizio, on a ce petit hippocampe bleu qui nous aide vraiment à améliorer notre accessibilité. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect important que je n'ai pas cité tout à l'heure, un aspect très positif par rapport à Lizio. Est-ce que tu peux nous expliquer lequel c'est ? Oui, en tout cas, là, intervenir après toutes ces belles paroles, c'est super agréable puisqu'on est vraiment tous dans le même sens. Et Lizio est effectivement également un outil qui va permettre de rendre plus accessible, plus inclusif les sites Internet, d'être un outil en attendant de pouvoir respecter la RG2A, d'être un outil en attendant de refondre son site, un outil pour aller vers la sobriété. Et là vient le deuxième sujet, puisque Lizio vient également réduire et compenser l'impact carbone de chaque site. Donc là, on vient parler de façon plus générique du numérique responsable, puisqu'on prend en compte, en plus de l'accessibilité, la partie écologique du web qui aujourd'hui mondialement prend énormément de place au niveau de l'impact carbone. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sobriété numérique en disant que ça avait vraiment un impact important pour la lecture, d'avoir des sites qui sont avec juste l'information qu'il faut, l'information qui est impactante, mais aussi une sobriété numérique, c'est aussi dans la construction même d'un site et dans le poids du site. Et en fait, ça, on voit qu'on est vraiment dans un cercle vertueux parce qu'en fait, ça permet donc d'avoir des sites qui sont plus légers, qui demandent moins d'électricité, moins de consommation. Et c'est vrai que vous avez vraiment ce rôle aussi chez Lizio. Et est-ce que tu peux du coup nous expliquer un peu plus ce que c'est le numérique responsable ? Oui, bien sûr. Donc, le numérique responsable, de façon générale, c'est de prendre en compte la partie environnementale et sociale du numérique. Donc, aujourd'hui, à noter que l'impact d'Internet dans les gaz à effet de serre sont de 4%. Ça évolue très régulièrement. Aujourd'hui, l'impact du web, c'est équivalent à une fois et demie l'impact carbone émis par le transport aérien mondial. Donc aujourd'hui, on sait à quel point on pollue quand on prend l'avion, mais aujourd'hui, c'est aller sur Internet et consulter des sites, ça pollue également. Donc, on doit prendre en compte cette sobriété globale pour la partie accessibilité. Comme l'a dit tout à l'heure Sonia, c'est important de coder son site de façon sobre pour la partie accessibilité, mais également pour la partie pollution. Et dans la partie numérique responsable, donc il y a bien sûr cette partie web, comme je l'ai dit, mais il y a aussi toute la partie matérielle qui prend aussi une très forte
place, puisqu'aujourd'hui, 80% de la pollution du numérique vient du matériel. C'est aussi important de le noter, puisqu'il est important de le rentrer dans sa démarche que de pouvoir recycler et réparer son matériel. Et donc, pour toi, en fait, ce serait quoi aujourd'hui si dans ce webinaire, il fallait que tu donnes des bons gestes à adopter pour un numérique plus responsable, qui soit un numérique, du coup, social et respectueux de l'environnement, donc social par l'inclusion numérique, par l'accessibilité numérique. Et donc, voilà, quels sont les bons gestes, en fait, si tu en as à nous donner? Il y en a énormément qui ont déjà été cités. Alors, du coup, difficile de ne pas répéter, mais sur la partie de l'inclusion, et je pense que c'est important déjà de prendre conscience qu'en tant qu'entreprise, on peut prendre part à ces défis sociaux et environnementaux, qu'on peut valoriser son image en actionnant cette démarche de numérique responsable. Donc, mais se former, c'est aussi un point fort, aussi bien dans le développement que dans l'écriture de sites, puisque Claire en a parlé tout à l'heure. Si on écrit un site de façon simple, il sera beaucoup plus compréhensible par tous. Il faut bien évidemment accompagner ces équipes pour que la communication soit des plus accessibles et que le cheminement vers l'achat, la recherche d'informations soit la meilleure. Sur la partie développement du site, on pourrait également améliorer donc du coup toute la partie de description des images qui est ultra importante. Penser au contraste, Sonia l'a dit également. Également limiter tout ce qui est interaction dynamique, tout ce qui peut clignoter, attirer l'œil et finalement perturber les personnes qui ont des difficultés. Mais également dans cette partie sobriété, penser aux personnes qui sont en inexpérience. Tu en as parlé aujourd'hui, Internet était fait pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information. On en a fait un outil de design et lorsqu'on n'a pas pris l'expérience du web, finalement, on peut être perdu. Donc, il est vraiment important de trouver un site simple où la clarté est franchement faite pour aller vers soit le client, soit en tout cas la personne qui vient chercher l'information sur cette partie accessibilité. Et puis sur la partie numérique responsable, on a toute la partie donc écologique qui va vers sur les gestes les plus simples, ça va être de supprimer ses mails de façon très régulière pour éviter le stockage dans les clouds et qui viennent dégager énormément de gaz à effet de serre, limiter les pièces jointes au maximum pour, là encore, éviter de transporter de l'information inutile. Et puis pour la partie plus matérielle, essayer de valoriser le reconditionnement en achetant d'occasion et utiliser la fameuse règle des 5 R si vous pouvez au quotidien. Donc, refuser l'achat si possible, réduire, réutiliser, réparer, recycler, afin d'avoir un matériel finalement le plus léger en impact carbone. Et puis, sur la partie qui est plus spécifique à l'ISIO, éviter d'avoir un site trop lourd avec des images qui sont parfois également trop lourdes, qui sont HD et qui n'ont pas forcément de nécessité à être aussi lourdes et à être transportées dans les réseaux. C'est vraiment des plus importants. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, se sensibiliser, se former au numérique responsable, c'est aussi un grand pas à faire, et aller vers cette transformation numérique dont on nous parle assez régulièrement. Mais du coup, avec la mêlée qui a un très fort engagement de ce côté-là. Et on l'a dit plusieurs fois encore aujourd'hui, mais pensez inclusif et écologique dès la création de votre site. Ou de la web application, c'est ce qu'il y a de plus important, même si on peut imaginer que ça peut coûter plus cher, à terme, ça ne l'est pas forcément. Et penser à des solutions qui peuvent, en attendant de pouvoir aller plus loin,
vous engager vers cette accessibilité et cette réduction d'impact carbone avec des solutions comme Lysio. C'est vrai que nous, on travaille sur l'inclusion numérique et il y avait un élément qui m'avait vachement percuté, que j'avais trouvé hyper intéressant chez Lysio, qui est en lien avec cette sobriété. Et on voit bien que là encore, quand on pense dès le départ accessibilité, sobriété, on est dans un cercle qui est vraiment vertueux. Et donc, Nicolas, tout à l'heure, disait que quelque chose qu'il faut déjà comprendre par rapport aux freins du numérique, c'est la problématique de ne pas pouvoir avoir accès au numérique, que ce soit à cause d'un équipement ou à cause d'un réseau. Et notamment sur les réseaux, il faut savoir que grâce à Lysio, vous pouvez faire passer votre site en site du coup plus sobre et qui va passer sur des faibles réseaux. Et donc du coup, là où on a des zones blanches, par exemple en France, il en existe encore, et vous allez pouvoir, en ayant un site plus sobre, toucher des gens qui sont dans des difficultés de connexion. Exactement, et permettre aussi d'adapter le visage des sites internet finalement à chaque personne. J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires qu'on parlait de police open dyslexique pour les personnes qui sont en situation de dyslexie, de rendre un visage différent à un site. Ça peut permettre à chacun de trouver une lecture beaucoup plus simple de sa recherche. Et donc qu'on soit dans une zone à faible débit réseau ou qu'on ait besoin d'une autre adaptation qui soit de taille de police, d'écart entre les mots ou autre. Et c'est là qu'on va intervenir pour aller vers l'inclusion, puisque la définition de l'inclusion, c'est de prendre en compte les personnes qui sont en difficulté de par leur accès, que ce soit par la difficulté ou la situation de handicap, ou alors par leur zone géographique également. Merci beaucoup, Cyrielle. Est-ce que tu as quelque chose à amener, à compléter? Est-ce qu'on laisse la parole un peu, question-réponse? Oui, je pense qu'on en a énormément dit. C'est vraiment important de prendre en compte toutes les personnes qui peuvent venir à la recherche d'informations sur votre site. On a parlé de plusieurs pourcentages tout à l'heure. Une personne sur 10 qui est dyslexique, une personne sur 10 qui est daltonienne, une personne sur 5 qui est en inexpérience numérique. C'est vraiment des chiffres. Une personne sur 7% de la population française qui a des difficultés avec la lecture du français. Donc, c'est des chiffres importants à prendre en compte lorsqu'on a un site, une entreprise et qu'on souhaite avoir une image de marque irréprochable. Merci beaucoup, Cyrielle. On va du coup maintenant laisser place aux questions-réponses. Si vraiment vous n'avez pas de questions, on pourra peut-être créer d'autres débats avec les interprètes, mais je vais regarder si jamais sur le chat il y a des questions. Si vous avez besoin d'interagir, si vous avez besoin des interprètes, n'hésitez pas à nous l'indiquer sur le chat et à allumer votre vidéo. On pourra traduire et si besoin, si c'est plus facile pour vous de directement rallumer les micros, vous pouvez aussi prendre la parole. N'hésitez pas, on essaye de s'adapter pour vraiment faciliter à tous la prise de parole. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Pardon, c'est Audrey. Je remonte un petit peu dans les questions qui ont été posées plus tôt, mais sur lesquelles on n'a pas pu réagir en live. Il y avait une question de Eugénie qui était: auriez-vous des pistes pour faciliter la phase de test ou de valider l'accessibilité d'un site web avant de passer à la certification? Alors, sur les experts, qui est-ce qui veut prendre la parole? Peut-être Camille ou Sonia? C'est Sonia, pardon. Ce que je peux dire sur les tests, alors, je distinguerai deux types de tests. Les tests qui sont faits
lors de la reconception ou de la refonte d'un site. Et là, du coup, on peut maîtriser complètement l'accessibilité du début. Donc, du coup, là, pour moi, les tests qui vont être faits, ça va plutôt être un audit fait par un expert en accessibilité. Et puis, avant, c'est plus des tests beaucoup plus light. Et par contre, en amélioration continue sur vraiment la vie d'un site, les tests au sens technique ne relèvent qu'assez peu de choses pour le coup. Et donc là, il est important d'avoir une démarche beaucoup plus poussée de tests, soit de tests utilisateurs. Ça, je ne peux que prêcher dans ce sens-là. Faire appel aussi à un panel d'utilisateurs et du coup comportant un panel varié de handicap ou de déficience pour le coup. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en tout cas côté groupe SNCF. Il y a un panel qui est régulièrement sollicité pour l'accessibilité web. Et après, il n'y a pas de test automatique ou automatisé très, très efficace. J'ai vu des choses passer, donc il y a certains outils en ligne qui vont permettre d'avoir un premier niveau d'accessibilité, donc sur le côté code pur, le respect d'un certain nombre de critères. Et donc ça vous permet d'épurer vraiment les principaux éléments à voir, mais à un moment donné où il va falloir de l'humain. Donc du coup, sur un expert certifié, là tout à l'heure on parlait de Transilien, pour chaque évolution, chaque grande fonctionnalité, à chaque fois il y a un passage devant cet expert, devant un expert certifié en accessibilité pour valider la bonne prise en compte de l'accessibilité et puis prendre en compte ses retours si besoin. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est induit dans le process. Je ne sais pas si j'ai bien Eugénie répondu. te remercie et demande pour les petites structures, comment est-ce qu'on peut se constituer un panel d'utilisateurs? Je dirais que c'est un peu pareil que pour une grande structure. En fait, ça rejoint le côté panel au sens large et donc du coup, pour moi, ça passe par l'interface en elle-même, par un appel à la contribution, un appel aux suggestions. Typiquement, nous, on met en place assez souvent une solution par un outil qui s'appelle Usabila, qui permet de faire des feedbacks sous forme de contributions, de suggestions sur un certain nombre de sites qu'on gère. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, ça permet tout à fait aussi de récolter des personnes qui seraient volontaires pour rejoindre un panel. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. Sans aller peut-être jusqu'à ces solutions, un formulaire en fait, hein, typiquement, vous voulez contribuer, vous voulez suggérer, donc c'est un appel plus large. Et du coup, un petit formulaire derrière qui va bien, j'ai envie de dire, avec un certain nombre de critères et peut-être de spécificités. Et du coup, ça permet de constituer ce panel qui servira encore une fois pour tous. Là, comme ça, c'est ce qui me viendrait. J'ai pas en tête d'existence de panel partagé et du coup sollicitable par tous. Je suis sûre que la mêlée numérique pourrait mettre ça en place. Pour juste ce que je sais, c'est vrai qu'on pourrait voir avec la mêlée pour essayer de mettre en place avec la commission. Pour ce que je sais, on avait été aussi conseillé par Camille justement d'aller notamment voir sur les sites Facebook et de ne pas hésiter à demander sur certaines communautés de réseaux sociaux. Nous, on a beaucoup Yammer aussi en interne. Donc, ce type de communauté, oui, ça marche énormément pour soumettre en fait un certain nombre d'évolutions et puis après pour faire un appel aux contributions. Oui, tout à fait. Entièrement d'accord. Je vous rejoins et en effet aussi au TechLab pour ce qui est du panel. Nous, on peut créer des collaborations aussi, donc c'est dans le cadre de notre accompagnement à la co-conception. C'est vrai que là, à ce niveau-là, il faut passer par le TechLab, mais nous, on est tout à fait capable de monter des panels en fonction des besoins et alors, dans le cadre de la co-conception, d'animer des tests avec des usagers, donc relatifs à un produit ou un service,
mais aussi même avant les tests, et je vous encourage à solliciter des ateliers avant de faire des tests sur de la compréhension du besoin et de la co-conception. Mais, Ah oui, ton oui. repère au niveau du son, Camille, ça refait comme tout à l'heure, le son est un peu bas. je comprends pas ce qui se passe ce soir. Ça arrive, c'est dommage que ça arrive ce Désolée. soir, mais ça arrive. Est-ce que sur Et la... pour le coup, juste Clotilde, pour renforcer ce que disait justement à l'instant, ce qui était dit à l'instant, c'est vrai que c'est intéressant dès le départ, hein, et vraiment en amont et en phase de conception de solliciter les utilisateurs. C'est un élément essentiel. Oui, tu as bien raison de Je dirais préciser. que les associations aussi sont en général tout à fait partantes pour participer dès lors qu'elles sont sollicitées. Donc, ça reste aussi une possibilité pour les toutes petites structures. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Myriam Miquet qui voulait du coup poser une question sur le braille et donc prendre la parole. Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Parfait. Allez-y. Si. Bonjour, voilà, je fais partie d'une association. On a pour but, entre autres, de promouvoir des producteurs locaux sur le territoire du Lauragais. Et on voudrait mettre en place des panneaux d'information sur des circuits de randonnée ou devant des lieux un petit peu stratégiques. Et on aimerait que ces panneaux soient justement accessibles. Et ils comporteraient entre autres des informations sur comment trouver les producteurs, comment trouver leur site ou leur point de vente. Et du coup, j'aurais aimé savoir, pour les rendre accessibles à tous, si on pouvait inclure des informations en braille ou comment les rendre accessibles. Est-ce qu'il faut mettre des gros caractères? Enfin, je sais qu'on ne pourra pas me répondre totalement là maintenant, mais vers qui nous tourner pour avoir ce type d'informations et toucher un plus grand nombre de personnes? Nicolas, est-ce que tu souhaites répondre? Est-ce qu'on a perdu Nicolas? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre en attendant qu'on retrouve Nicolas? Oui, Antoine de chez AVA, donc. Il me semble qu'il existe une organisation qui s'appelle PICTO, P-I-C-T-O, justement, qui s'occupe de cela. Voilà. Ok. Autrement, si le comptoir des solutions est dans ce webinaire, Oui, Younes, peut-être que tu as des informations à ce sujet-là. La parole est donnée. Si on retrouve Nicolas, on aura peut-être un complément pour... J'ai noté l'adresse du mail de Nicolas de toute façon. Parfait, effectivement, n'hésitez pas à revenir. Il est assez surbooké, mais il reste quand même très disponible. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez bien fait. Alors, avec plaisir. Je regarde la question de Corinne Farla. Je travaille avec une association qui cherche à faciliter l'inclusion culturelle. Apparemment, l'APF a des ateliers de tests utilisateurs pour tester toutes les formes de handicap. Est-ce que vous confirmez? Alors, Camille, est-ce que si ton micro refonctionne, je vais essayer de faire court si mon micro marche mal. Mais en effet, il y a une entité à l'APF qui s'appelle APF Formation, qui délivre de la formation et de la sensibilisation au handicap, donc par de la mise en situation. Et toutes ces formations-là sont données par des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap. Donc, il faudra se tourner vers APF Formation. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Est-ce qu'on passe à la conclusion pour vous laisser votre soirée? Est-ce que les intervenants, vous souhaitez vous aussi amener peut-être un élément alors, je regarde les questions en même temps. Est-ce que les intervenants, vous voulez vous aussi faire une dernière intervention? Donc, il reste quelques minutes avant de faire la conclusion.
Alors, je vois que Morgane Guillou,